Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire Eto. Aujourd'hui, j'accueille Olivier d'Octopies. Salut Olivier. Salut Edouard, merci. Aujourd'hui, on va parler anonymisation. On avait fait avec Leto déjà un webinaire sur le sujet, sur l'anonymisation de la voix. Et là, on va parler données personnelles, beaucoup plus largement sur l'anonymisation. Nous, chez Leto, pour ceux qui nous découvrent, nous sommes une solution qui a pour ambition d'automatiser la conformité au RGPD et sensibiliser les équipes sur le sujet. Vous pouvez nous retrouver sur leto.legal et aujourd'hui, on va laisser la parole surtout à Octopies. N'hésitez pas dans le chat à nous dire qui vous êtes, dans quel type de structure vous travaillez, quelles sont vos attentes vis-à-vis des webinaires. Ça nous permettra d'échanger, d'avoir un maximum d'interactivité pendant l'exercice. Olivier, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question. Octopies, d'où vient le nom? Alors, Octopies, en fait, fait référence à l'octopus, donc la pieuvre, qui est notamment une pieuvre mimétique qui se dissimule dans les fonds sous-marins. Et voilà, évidemment, vous avez compris le parallèle entre la donnée et la donnée anonyme qui mime les données d'origine. Ah, hyper inspirant. Bon, écoute, merci pour l'explication. Je te laisse la main pour nous parler un petit peu de ces sujets. Eh ben, bonjour à tous, merci Edouard pour l'invitation. Ravi de pouvoir participer à ce webinaire sur comment libérer la valeur des données en santé grâce à l'anonymisation. Et on verra, pour donner tort déjà au titre, en commençant, qu'on va parler de la santé, mais même encore plus et aller plus loin. Alors, on a décidé de se focaliser sur la santé, mais vous verrez qu'on ouvrira sur d'autres sujets, parce que Octopies a été créé en 2018, on est issu de la santé, mais on travaille aussi dans d'autres secteurs. Et globalement, ce qu'on va vous partager comme message, c'est que aujourd'hui, on surexpose la donnée personnelle. On va vous expliquer comment, et je pense qu'on peut faire assez facilement un parallèle avec l'écologie, où collectivement, on s'est goinfré de ressources, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est peut-être un peu trop tard. Et ben, en fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment on peut faire pour avoir un usage vertueux sur cet enjeu éthique de société qui est l'exploitation de la donnée. Alors, sur les données, il y a vraiment un consensus sur la donnée personnelle, parce que d'une part, en fait, ces données, elles sont bien sûr très sensibles, puisqu'elles sont à l'origine de notre intimité. Elles sont particulièrement précieuses, et on n'a pas envie de les laisser fuir en dehors du cercle privé. Et puis d'autre part, elles sont intéressantes, elles sont utiles, elles ont de la valeur, parce que ces données-là, elles peuvent servir à apprendre de nos comportements. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs de par cet enjeu majeur que le règlement général sur la protection des données a été créé. C'est évidemment une vraie avancée sur la protection des données personnelles. C'est vraiment un pas en avant. Mais malheureusement, on se rend compte que même si c'est un progrès, il ne règle pas tout. Ce n'est pas si évident, parce que globalement, la donnée est tellement intéressante qu'on l'utilise et on la surutilise, on la surexpose, alors que on pourrait faire autrement. Et c'est l'enjeu de notre discussion aujourd'hui, de ce webinaire. Et on voit que c'est évidemment un progrès, mais que ce n'est pas une solution qui ne règle pas tous les problèmes. Alors, quand une donnée personnelle est collectée, environ 25% de son usage est dédié à la personne dont la donnée est issue. Ce que ça veut dire, c'est que dans 3/4 des cas, dans 75% de l'usage d'une donnée personnelle, son exploitation est faite pour des usages qui ne concernent pas la personne. Ça, Donc, c'est un chiffre impressionnant. Donc, par exemple, ça veut dire qu'on s'en sert pour alimenter les algorithmes, pour retargeting marketing, c'est ça? C'est quoi les autres usages auxquels tu penses? En fait, les usages, ils sont absolument sans limite. Ça peut être, en l'occurrence, partager des données pour innover, avec un tiers, partager des données avec une filiale, Ouais. développer des modèles de machine learning. En fait, les usages Ouais. sont très larges. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que dans un cas, on a des données personnelles
elles sont évidemment utiles et les données personnelles ne seront jamais remplacées par autre chose. On en a vraiment besoin. Mais ce qu'on dit juste, c'est que on pourrait restreindre leur exploitation à des utilisations où l'information et l'identité sont indispensables à l'utilisation de la donnée. Parce que parfois, dans des usages, si on parle par exemple d'innover en partageant de la donnée, on n'a pas besoin de savoir que les données proviennent de telle ou telle personne, on a juste besoin d'avoir les caractéristiques de la donnée pour pouvoir innover. Effectivement. Et donc voilà, en fait, cette surexposition de la donnée personnelle, c'est dans 75% des cas, quand une donnée personnelle est utilisée, elle n'est pas utilisée pour un individu. Et donc, en fait, ce qu'on dit, c'est privilégions des données anonymes. Alors maintenant, la question, c'est si on s'accorde sur le fait qu'on pourrait utiliser des données anonymes pour régler tous les usages qui ne concernent pas les personnes et pour lesquels on n'a pas besoin de revenir en arrière, la question, c'est comment protéger la confidentialité des données tout en gardant des informations qui seraient utiles, c'est-à-dire d'un point de vue statistique, qui soient de bonne qualité. C'est-à-dire que, évidemment, l'enjeu, c'est d'avoir, on a compris, des données qui soient anonymes, mais la finalité, ça reste d'avoir des données qui soient, d'un point de vue statistique, exploitables et de bonne qualité pour qu'on puisse reproduire les analyses, tous les sujets qu'on voulait régler. Alors, c'est ce qu'on va vous présenter. Chez Octopies, on a la solution pour ces cas d'usage. C'est une solution qu'on a développée, qui est brevetée, qui permet de générer à partir de la donnée personnelle des nouvelles données, qui sont des données de synthèse. Donc, il faut comprendre les données de synthèse comme des données virtuelles, qui sont d'un point de vue statistique totalement pertinentes, qui sont anonymes et sur lesquelles on va pouvoir venir prouver que les données sont rendues anonymes. Alors, pour prouver l'anonymat d'une donnée, en fait, c'est complexe, mais il y a des critères qui sont objectifs qui permettent de le déterminer. Il y en a 3, corrélation, individualisation et inférence. Et en fait, ça vise, dans le cas de l'individualisation, à prouver que c'est impossible d'isoler une personne. Pour la corrélation, c'est prouver qu'on ne va pas pouvoir relier 2 enregistrements. Et pour l'inférence, c'est prouver qu'on ne va pas pouvoir déduire une valeur d'un attribut à partir d'un autre ensemble. Donc, en fait, ces critères sont précis et une donnée est dite anonyme, non pas quand on le décrète, mais quand on le démontre. L'anonymat, c'est vraiment quelque chose qui se justifie et c'est très en ligne avec le RGPD, bien sûr, qui demande aux responsables de traitement, l'anonymisation, c'est un traitement, qui demande aux responsables de traitement de pouvoir documenter la protection qui est apportée lors du traitement. Et en fait, notre méthode le fait de façon automatique. Et ça, sans perte de qualité, entre guillemets, de la donnée à exploiter, finalement, quoi. Alors, en fait, on a toujours quand même une petite perte. Elle est très fine, elle est très faible et elle se pilote. Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'on va modifier la donnée sans avoir d'impact sur la donnée. Donc, oui, il y a quand même un impact, mais il est très faible. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de cas d'usage avec des clients sur lesquels on a réussi à démontrer le ROI, donc le maintien de la qualité et l'utilité. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est bien sûr très confiant et qui peut se piloter. Ok. Notre méthode, elle est brevetée, j'ai déjà dit, elle a été expertisée avec succès par la CNIL. Et donc ce que la CNIL a prouvé, c'est que quand on a transformé la donnée personnelle en une donnée sous forme d'avatar, donc les données de synthèse que j'évoquais, il est impossible de faire le chemin inverse. C'est-à-dire que c'est une transformation à sens unique. On peut passer d'Edouard à une donnée sous forme d'avatar, mais on ne pourra pas faire le chemin inverse. Et c'est d'ailleurs ce qui distingue, mais je dois enfoncer une porte ouverte, l'anonymisation de la pseudonymisation. L'anonymisation, c'est une transformation irréversible. La pseudonymisation, elle est réversible. Alors souvent, on se dit, qu'est-ce qui est mieux ou pas? Alors c'est ni mieux ni moins bien, c'est 2 choses qui sont totalement différentes et l'anonymisation permet de répondre à des usages secondaires pour lesquels on n'a pas besoin de réidentifier un individu.
Alors, en fait, le cadre réglementaire est complexe et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les données sont pas toujours bien exploitées. La donnée personnelle est clairement un facteur de risque et elle n'est pas toujours bien exploitée. Et donc, vous avez compris qu'en utilisant l'anonymisation, on s'extrait de ce cadre réglementaire et donc on peut avoir une solution. En effet, quand on utilise de la donnée personnelle, on doit avoir un consentement qui sera collecté. La réexploitation, évidemment, est rendue complexe ou impossible. Et on a d'autres contraintes, notamment comme la conservation des données. Je dis souvent que sur la donnée personnelle, on a des sortes de dates de péremption, comme sur des aliments. Une fois que la durée de conservation est passée, on doit la supprimer. Et donc ça, c'est évidemment un enjeu sur tout ce qui est conservation du patrimoine digital d'une entreprise. Et puis, évidemment, il y a un risque d'amende, mais au-delà de ça, je pense que c'est un risque éthique. Et aujourd'hui, on est capable de passer outre le cadre réglementaire et d'avoir une solution éthique vis-à-vis des clients. Et pour résumer en un mot, à partir du moment où j'ai de la donnée anonymisée, je ne suis plus dans le cadre du RGPD. Voilà. Exactement. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec un tour de magie, mais on va modifier le statut juridique de la donnée. On s'en extrait puisqu'on répond à la suppression des risques qui sont demandés. Et donc, d'un point de vue du RGPD, c'est une mesure technique et organisationnelle qui a pour vocation de générer de la sécurité. Donc, il y a évidemment un cadre réglementaire assez strict en Europe et aussi un cadre aux États-Unis, notamment, qui va dans ce sens. Olivier, j'ai une question dans le chat pour toi. Est-ce que Farida me dit « Bonjour, qu'en est-il de la double pseudonymisation ?» Alors, je crois que la double pseudonymisation, on entend assez régulièrement parler. Ça n'a pas tellement d'existence légale. La pseudonymisation, c'est une transformation, comme je disais tout à l'heure. D'ailleurs, c'est une bonne transition vers la slide suivante. C'est une transformation qui est réversible. C'est-à-dire qu'on va passer Farida, je crois, de Farida à un identifiant, par exemple un U110492, qui va nous permettre de protéger la donnée qui reste de la donnée personnelle. Et on va pouvoir repasser du U110492 à Farida parce qu'on a une table de correspondance qui va pouvoir permettre de revenir à l'identité. Je crois que la distinction, c'est est-ce que la transformation est réversible ou non? Et la pseudonymisation, c'est une transformation qui est réversible. Donc, quand bien même il y aurait une nouvelle étape de pseudonymisation, ça reste de la donnée personnelle. Ouais. Donc, il y a différentes méthodes d'anonymisation. J'en ai cité quelques-unes. Alors, il faut comprendre le terme anonymisation que je viens de citer en disant différentes méthodes d'anonymisation. C'est le sens anonymisation au sens, j'allais dire, commun, un peu, j'allais dire, dans la vulgarisation, parce que, évidemment, on ne peut pas dire que la pseudonymisation est une méthode d'anonymisation. On parle de la famille. Et en fait, il y a souvent une incompréhension entre la frontière entre l'anonymisation et la pseudonymisation. On l'a réexpliqué, donc je ne vais pas revenir dans le détail, mais souvent, par abus de langage, on cite des données comme étant anonymes alors qu'elles ne sont que pseudonymes. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, voilà, l'ensemble des CNIL européennes regroupées sous le G29 et maintenant le CEPD ont statué sur ce que pouvaient permettre certaines méthodes, notamment comme la pseudonymisation, bien sûr, la généralisation, le cryptage ou le chiffrement, et montrent qu'il n'y a pas de méthode aujourd'hui qui permette de gérer de façon certaine ce risque, ces trois risques là, dont je viens de parler, corrélation, individualisation et inférence. Alors, la façon dont nous, on va gérer ce risque, c'est que on permet de le documenter. On le documente avec un rapport de sécurité qui va venir documenter comme une analyse de risque le traitement et donc venir démontrer comment on a apporté la protection sur le traitement. Alors ce document, l'édition de ce document
est totalement automatique. Donc, au moment de la transformation de la base de données ou du jeu de données personnel qui va permettre de générer un nouveau jeu de données anonyme, on va générer un nouveau jeu. Et avec ce nouveau jeu, il y a un rapport de sécurité qui va être édité, qui reprend l'intégralité des critères qu'on doit démontrer, où on doit montrer que le risque est supprimé. Et donc voilà, on a ce document sous forme de PDF qui va être possiblement utilisable dans les registres de traitement du RGPD et venir démontrer à la personne qui va avoir fait le traitement la sécurité qu'il a apportée au moment de ce traitement. Mais Olivier, la technique sous-jacente de l'anonymisation, là, par rapport à la slide d'avant, chez Octopies, il y en a une quand même spécifique, c'est de l'encryption, il y a quelque chose. Comment ça marche concrètement? Je te donne la donnée, qu'est-ce qui se passe concrètement dessus? Alors en fait, on fait un traitement qui est un traitement très spécifique. On fait exactement l'opposé de ce que fait l'intelligence artificielle. Pour donner une illustration, imaginons qu'on ait un groupe de 2000 personnes dans un salon. On ferme les portes et qu'on se dit, bah voilà, on a besoin de recréer ce groupe de personnes, mais de façon anonyme. Pour être très schématique, en fait, ce que l'intelligence artificielle va faire, c'est qu'elle va regarder de haut, un peu comme s'il y avait un drone qui volait par-dessus les 2000 personnes. Elle va regarder de haut ce qui se passe, elle va observer les phénomènes d'un point de vue global. Et elle va créer de cet apprentissage une nouvelle base de données qui va mimer les comportements des personnes qui étaient dans ce salon. Nous, ce qu'on fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on regarde individu par individu. On va regarder, par exemple, je continue à t'utiliser comme cobaye, Edouard, on va regarder Edouard dans son environnement, on va regarder les personnes qui te ressemblent le plus, et à partir d'Edouard, on va créer un individu de synthèse qui va être issu d'Edouard. Et donc, à un moment, il y a une filiation entre Edouard et la donnée qu'on va générer. Et ce lien, évidemment, qu'on ne conserve pas, puisqu'on a dit que c'était une transformation irréversible, c'est ce lien qu'on utilise, qu'on a à un moment dans le calcul, qui va nous permettre de démontrer l'impossibilité de réidentifier. C'est-à-dire que même ta maman, qui probablement te connaît assez bien, serait incapable de dire que Edouard était bien dans la Corse. Ce ne serait pas possible, parce qu'une des métriques qu'on a, et je ne vais pas plus rentrer dans le détail, c'est que l'individu qui serait le plus proche de toi, l'individu de synthèse qui te ressemblerait le plus, nous, on sera capable de prouver qu'il n'a pas été généré par toi. Et donc, on va permettre, avec différentes métriques, de démontrer que c'est impossible de réidentifier des individus. Et donc, voilà, on documente la protection qui est apportée. C'est d'ailleurs pour ça que la CNIL a attesté la conformité de notre méthode comme une vraie méthode d'anonymisation. Ok, donc à la fois, il y a cette création de l'avatar, mais qui est ensuite documentée pour pouvoir justement valider qu'on ne peut pas aller en arrière. Exactement. Et donc, ce calcul que je viens de spécifier pour toi, Edouard, on va le faire évidemment pour chacun des autres personnes, pour chacune des autres personnes, et on va avoir autant de calculs qu'il y a de personnes. Et d'un point de vue computationnel, la méthode est très rapide, parce que c'est beaucoup plus, entre guillemets, simple de faire ce calcul-là, plutôt que d'avoir cette observation globale. Et donc, d'un point de vue computationnel, en plus, la méthode est très rapide. C'est peu coûteux en performance, parce que nous, tu vois, j'entends souvent parler de l'homomorphic encryption et trucs comme ça, où bon, bah, ça a l'air d'être efficace, mais extrêmement coûteux en performance de calcul, en temps, etc., quoi. Oui, là, une des caractéristiques de la méthode, c'est que en plus d'être capable de prouver que les données sont confidentielles, la méthode est rapide et donc peu vorace en termes de ressources et donc de calcul. Ok. J'ai une question de Tiffen qui me dit « Bonjour, quelle est la taille minimum de l'échantillon nécessaire ?» Alors, c'est une bonne question. En effet, la contrainte, elle est plutôt liée, la question est bien sentie, elle est plutôt liée à une taille minimum qu'une taille maximum. Et donc, on a déjà géré des cas d'usage où on avait un petit peu moins d'une cinquantaine d'individus. Mais en fait, il y a évidemment des contraintes qui sont pas forcément liées à notre méthode en particulier, mais on ne peut pas avoir des données anonymes
si on a une cohorte de patients rares sur 4 ou 5 individus, qui plus est, si pour reprendre des habitudes enfantines, quand on joue au qui est, s'il y a 3 personnes dans le jeu et qu'on a 15 attributs sur chaque personne, bah, c'est très facile de réidentifier. Donc, il y a quand même une taille minimum de jeu de données. Ça s'évalue en fonction du contexte, du jeu de données. Mais globalement, voilà, on est capable de gérer des petits jeux de données, mais pas des jeux de données sur lesquels qui se compteraient sur le doigt d'une ou deux mains. Ça, c'est évidemment impossible. Et je vous invite à vous méfier de ce qu'on dirait être des données anonymes et utiles sur des cohortes de si petite taille. Donc, Octopies a reçu différentes cautions et marques de reconnaissance. J'ai déjà parlé de la CNIL. Olivier, excuse-moi, je te coupe parce qu'on est un peu dans la même follow-up de la question. Farida nous demande, faut-il un nombre de variables / attributs minimum également? Alors, il y a plutôt, on préfère des jeux de données avec une structure verticale que horizontale. Je vous explique comment. On préfère avoir plus d'individus que d'attributs. C'est mieux dans ce sens-là, en fait. On préfère 500 individus et 20 variables que 20 individus et 500 variables. Et en fait, c'est assez lié au principe de parcimonie du RGPD. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un jeu de données où on a 500 variables qu'on a vraiment forcément besoin des 500 variables. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on accompagne nos clients, on va leur dire de quoi vous avez besoin. Tout à l'heure, on s'est dit que nous, on garantit l'anonymat de la donnée. Et en tout cas, on ne prétend pas faire de la magie. Et donc, il y a toujours un compromis entre l'utilité et la qualité, malgré tout. Et donc, ce compromis-là, il faut le faire sur les variables qui sont les variables d'intérêt. S'il y a des variables qui n'ont pas d'intérêt, on n'a pas besoin de les prendre parce que sinon, on va faire un compromis plus fort sur l'ensemble des variables. Donc, ce qu'on veut, c'est optimiser l'anonymisation qu'on va faire pour le cas d'usage. Et donc, si sur 500 variables, on a besoin de 50, 200 ou 250, on va utiliser celles qui sont les variables d'intérêt. Et en fait, souvent, on se rend compte que les variables d'intérêt sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a pu collecter au préalable. Dans les autres marques de reconnaissance, on a été supporté par le gouvernement dans le cadre de France 2030. On est lauréat de concours d'innovation et notamment, là, on a été lauréat Propulse par le ministère des Transports et l'Agence de l'innovation des transports. On a été sélectionné pour permettre d'avancer sur le sujet du partage de données, notamment dans le cadre de la loi LOM, pour faciliter l'exploitation des données de mobilité. Autre marque de reconnaissance dont on est fier, c'est qu'on a publié dans une revue scientifique la méthode. La revue s'appelle Nature Digital Medicine. Et en fait, c'est une marque de reconnaissance de nos pairs d'un point de vue scientifique, mais c'est aussi une façon de démontrer comment on fait et de rendre la méthode transparente et d'être vraiment totalement explicable et à l'opposé de ce qu'on pourrait critiquer sur des systèmes d'IA qui sont black box. Et ben nous, en fait, on est à l'opposé de ça, c'est-à-dire totalement explicable et transparent. Et c'est ce qu'on a voulu et c'est ce qui est possible de consulter dans cette publication. Et puis, on est partenaire, on a été sélectionné par le consortium Confiance AI, qui est un consortium d'entreprises du CAC 40. Et donc, on va déployer notre solution dans ce contexte-là, notamment sur un cas d'usage avec Air Liquide. Et donc, ce cas d'usage a pour vocation de faire de la pédagogie au sein du consortium. Alors voilà un aperçu de nos clients. Vous voyez que on a, je vous disais tout à l'heure, un peu plus d'une vingtaine de cas d'usage sur lesquels on a réussi à démontrer le ROI pour nos clients, c'est-à-dire avoir des données anonymes mais qui restent utiles. Donc on est plutôt issu du secteur de la santé. Vous voyez pas mal de centres de soins, des industriels dans la santé, des startups, mais aussi des entreprises qui sont en dehors du cadre de la santé, des universités, des industriels dans la mobilité et même des sujets autour de métropole.
On a chez Octopies aujourd'hui un large cadre de cas d'usage. Souvent, en fait, quand on n'a pas besoin de réidentifier des individus, on a d'autres usages, on appelle ça des usages secondaires. Et un des cas d'usage qui est le plus répandu, c'est le sujet du partage de données, où là, on va pouvoir, sans avoir besoin d'aller recueillir un nouveau consentement, partager les données. Donc, ça peut être avec un partenaire pour faire de l'innovation, ça va pouvoir être avec une filiale. Et je vais vous donner un exemple sur lequel on a fait un webinaire avec un industriel Roche et avec un CHU. En fait, on a permis d'évaluer la qualité d'un jeu de données en amont d'un partenariat. C'est-à-dire que souvent, c'est un peu comme à Noël, vous ouvrez le paquet cadeau et soit vous êtes content, soit vous n'êtes pas content. Et en fait, dans un partenariat, souvent, il y a un processus assez long, d'un point de vue juridique, qui demande des investissements, du temps, etc., souvent pas loin d'une année, pour nouer un partenariat. Et c'est une fois qu'on a noué le partenariat qu'on accède aux données et donc qu'on peut évaluer la qualité du jeu de données. Et parfois, c'est une source de déception. Et donc, on a travaillé sur ce cas d'usage qui permet de résoudre l'asymétrie de l'information entre un producteur de données et quelqu'un qui en a besoin. On a travaillé donc avec Roche et le CHU de Brest, et en même pas 3 semaines, on a permis à Roche d'évaluer la qualité d'un jeu de données en amont de la signature d'un partenariat. Peut-être autre cas d'usage pour vous faire réfléchir et peut-être alimenter les questions-réponses. Je vais être rapide, mais c'est le sujet de la conservation des données. Je disais tout à l'heure, elles ont une durée de rétention. Une fois qu'elles sont transformées en données anonymes, quand elles sont sous forme d'avatar, on va pouvoir les conserver sans durée de détention. Et donc ça va permettre, quand on a développé un modèle de machine learning pour faire de la prédiction avec des avatars, de conserver ce patrimoine digital et de ne pas avoir à le supprimer ou à conserver des données personnelles sur des durées très longues et faire fuir potentiellement, en cas d'attaque, des données qui n'auraient pas dû être conservées. Sujet sur la valorisation, c'est de développer des nouvelles approches et notamment des nouveaux business models où on va pouvoir valoriser des données, notamment par exemple quand on utilise des devices où on va collecter de la donnée personnelle. La perspective de pouvoir les utiliser sous forme anonyme, c'est la perspective de pouvoir développer des nouveaux modèles de valorisation industrielle, économique. Et puis aujourd'hui, on a de plus en plus de cas d'usage autour de l'IA générative et notamment du développement de modèles de machine learning. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les algorithmes de machine learning qu'on entraîne sur des avatars, on a réussi à démontrer aujourd'hui sur plusieurs cas d'usage, que leur capacité de prédiction était même plus forte sur les avatars. Alors, c'est tout à fait lié à la méthode. Et je vais vous donner un exemple. On a travaillé par exemple avec Pôle emploi, où avec Pôle emploi, on a le cas d'usage, c'est pendant une certaine période de temps, ils se sont rendus compte que les indemnités qui étaient versées aux personnes qui étaient au chômage n'étaient pas toujours les bonnes. Alors quand il y a une moins-value que les personnes n'ont pas touché assez, généralement, elles se manifestent pour toucher le complément. Par opposition et par effet d'aubaine, le contraire est pas aussi vrai. Et donc, les personnes qui touchent plus se font, dans la majorité des cas, discrets en se disant on va attendre de se faire rappeler par la patrouille. Et donc, comme on a collecté cette information, comme Pôle emploi avait collecté ces informations et savait qui avait touché trop ou pas assez, etc., c'est assez facile de développer des modèles de machine learning pour faire de la prédiction. Et donc, tout l'enjeu, ça a été de montrer qu'un modèle de machine learning entraîné sur des données personnelles versus des avatars avait les mêmes performances. Comment on a fait? On a pris un jeu de données, 100%. On a pris 70% pour entraîner un modèle de machine learning sur les données personnelles. Ces 70%, on les a anonymisés. On a créé des avatars et on a entraîné un modèle sur les avatars. Et on a conservé les 30 derniers pourcents qu'on n'avait pas utilisés pour le développement des modèles, ceux pour les données pour lesquelles le modèle n'avait pas la réponse, et on les a donnés à manger aux deux modèles et on a comparé l'efficacité. On a regardé si les modèles répondaient bien. Et on a réussi à démontrer qu'on avait une amélioration de la prédiction d'à peu près 5%.
sur les données entraînées sur des avatars. Alors, on pourrait rentrer dans les détails pour que je vous explique comment, mais je pense que l'intérêt, c'est pas tellement ça, c'est juste de dire, c'est pas tellement de savoir est-ce que ça marche mieux ou moins bien, il se trouve que ça marche mieux, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est en fait, ça marche. C'est-à-dire que ça marche, même si ça marche déjà aussi bien que les données personnelles, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus aucune raison de faire prendre un risque de réidentification, un risque de confiance, un risque éthique, un risque légal. Et aujourd'hui, on pense que c'est vraiment un enjeu majeur de confiance qu'il y a entre le client et les marques. Peut-être je développe un tout petit peu sur les cas d'usage de partage de données. On a les cas d'usage entre différentes filiales, notamment par exemple avec Biomérieux, on a réussi à permettre sur une cohorte rétrospective à permettre de réutiliser de la donnée pour développer des protocoles de soins en s'affranchissant des contraintes réglementaires du RGPD d'une part, mais aussi du fait d'expatrier les données aux États-Unis. Le partage de données, il peut servir aussi pour partager des données avec des sous-traitants. Par exemple, vous avez des données, vous voulez développer des nouveaux services, vous voulez construire des modèles, vous voulez innover. Et ben, la perspective de rendre les données anonymes, c'est s'affranchir des contraintes et donc de partager de la donnée qui n'est plus identifiante. Alors, sur le sujet dont on entend aujourd'hui beaucoup parler et dont j'ai commencé à parler avec Pôle emploi, on a des cas d'usage sur les modèles de machine learning, et notamment, par exemple, en médecine prédictive. Tout à l'heure, on a eu une question sur des données qui sont rares, en faible nombre. Souvent, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu en collecter beaucoup, c'est parce que les données sont rares et qu'elles ont de la valeur. Et donc, pour pouvoir conserver des données de façon... utiliser ces données de façon anonyme, c'est évidemment très intéressant de pouvoir les conserver quand on entraîne des modèles de machine learning, c'est-à-dire ne pas les perdre. Et donc, comme les durées sont rares et elles sont longues à accumuler, la perspective de pouvoir les conserver, c'est la perspective de pouvoir augmenter les bases et donc améliorer sa capacité d'apprentissage. Toujours sur le sujet des données d'entraînement sur les modèles, et ben, en fait, quand on a collecté de l'information, on va être capable de comprendre les comportements et donc de se servir des données qui ont été collectées pour comprendre ces comportements et aller plus loin, les prédire, identifier les marqueurs qui vont être capables d'être prédictifs des comportements à venir. Et donc, là, typiquement, on a des cas d'usage sur des sujets de lutte anti-fraude, des sujets de prédiction sur l'efficacité de traitement, et même aujourd'hui des cas d'usage autour de la maintenance prédictive. Évidemment, c'est plutôt des sujets dans l'industrie, mais qui vont être capables de permettre de prédire, parce qu'on a collecté de l'information sur des données de consommation. Là, on pense plutôt à des sujets DGA ou des sujets de production dans l'industrie automobile, où on va avoir compris comment les voitures ont été utilisées, non pas sur des tests, mais dans la vie réelle. Et donc, comme on sait détecter les pannes qui peuvent survenir, on est capable d'améliorer les composants d'un point de vue de la production, mais on va être aussi capable de se prémunir et donc de prévenir les pannes en amont, puisqu'on sait, de par ce qui s'est passé, de par l'information qu'on a collectée dans les données, on sait anticiper ces pannes. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des sujets qu'on utilise pour faire du dimensionnement et du sizing industriel, mais c'est très intéressant, notamment dans des cas d'usage autour de sujets défense. Pour conclure, avant de peut-être passer sur la question-réponse, ce qu'on voulait vous dire, c'est peut-être en synthèse, c'est que la technique qu'on a développée aujourd'hui, elle a été reconnue d'un point de vue légal, elle a été soutenue par le gouvernement et elle est soutenue par nos clients. Donc, on a réussi à démontrer que c'était possible. Vraiment, en fait, je pense qu'il faut faire la distinction entre est-ce qu'on a besoin des données personnelles et de revenir à l'identité. Si la réponse est oui,
eh ben, évidemment, il faut utiliser la donnée personnelle. Et pour ça, la pseudonymisation est une très bonne solution pour protéger les usages, mais ça reste de la donnée personnelle. Si on n'a pas besoin de revenir à l'identité des individus et qu'on s'intéresse juste à l'information qui a été collectée, alors on peut utiliser des données anonymes et donc s'affranchir des contraintes RGPD et surtout instaurer une relation de confiance et ne pas faire prendre de risque de réidentification des individus. Je pense que c'est un enjeu éthique de société majeur. Hyper intéressant, Olivier. J'ai une question. Demain, j'ai donc un projet d'anonymisation. Je travaille avec Octopies. Comment ça se passe concrètement? C'est une solution que je branche, je mets mes données et puis ça fait le travail. Il y a une partie accompagnement. Comment ça se passe? Ouais. Alors en fait, on a deux types d'approches. Nous, on est éditeur de logiciels, donc on vend un abonnement avec une licence. Donc ça, c'est la première approche, une approche licence où on va mettre à disposition notre technologie pour que les clients puissent transformer leurs données personnelles en données anonymes. Ça, c'est la première approche, c'est l'approche licence, c'est-à-dire l'approche, on va dire, un peu la plus classique, où on va former les personnes, accompagner à l'utilisation les personnes qui vont être utilisateurs. Et puis, on a une autre approche, qui est une approche service, où on va répondre aux clients pour démontrer l'efficacité de la méthode avant potentiellement qu'ils exploitent la licence. En fait, ce qui se passe, et moi je ferai la même chose, c'est que parfois nos prospects nous disent « Bon, bah, ça a l'air très bien ce que vous dites, mais globalement, j'aimerais bien vous croire, mais ce serait quand même mieux que je le constate. » Et donc, je comprends très bien, je ferai exactement la même chose, je ne ferai pas confiance aveuglément sur ce sujet, donc j'aurais envie de démontrer. Donc c'est vrai que souvent, on passe par du service en amont de l'industrialisation sous forme de logiciel. Et peut-être pour même aller un peu plus loin, nous, on n'a aucune justification ou aucune légitimité à dicter la politique en termes de gouvernance de données de nos clients. Et donc, on a une approche SaaS ou une approche on-premise. Et donc ça, c'est plutôt nos clients qui nous donnent leur politique sur laquelle nous, je trouve pas le mot, Vous adaptez, quoi. Ouais, on s'adapte à la politique de nos clients sur ces sujets. Bon, en tout cas, super intéressant. Si vous avez encore quelques questions sur le chat, n'hésitez pas. Je vais repartager le lien du support de la présentation que vous pourrez donc télécharger directement. Ravi de pouvoir entrer en contact. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous, on est habitués à faire des démonstrations à nos clients qui ont envie d'y croire, mais qui ont envie de voir pour y croire. Et on trouve ça tout à fait logique. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter en direct ou par le biais de l'étau. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Tout à fait. Bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de solutions qui parlent d'anonymisation. Donc, je trouve que l'exercice n'est pas simple, je pense, quand on est de l'autre côté et qu'on veut savoir comment faire, quelle solution choisir. Il y a tellement de... Le mot est tellement galvaudé que parfois on... Ouais, alors, c'est vrai, il est totalement galvaudé. Je pense que c'est soit de l'ignorance, parce que les personnes vont confondre des principes de pseudonymisation et d'anonymisation, ou potentiellement de la malhonnêteté, parce qu'en fait, certaines personnes sont très contentes de dire que leurs données sont anonymes alors qu'elles savent pertinemment qu'elles ne sont que pseudonymes. Mais voilà, en fait, vraiment, nous, ce qui nous singularise, notre vraie différence, ce qui nous rend unique, c'est la possibilité de prouver que les données sont anonymes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a reçu les reconnaissances qu'on a pu avoir, qu'on a pu publier dans des revues prestigieuses, ou que la CNIL s'est prononcée sur notre méthode. C'est qu'on considère que l'anonymat ne se décrète pas, il se démontre. Et donc, voilà, c'est ce que la méthode fait. Et on le fait de façon automatique avec le logiciel, avec un rapport qui va pouvoir documenter les registres de traitement. Et donc, ça veut dire qu'on a une solution qui va permettre d'avoir des usages dans un cadre légal compliant, mais aussi d'instaurer une relation de confiance avec les clients, ce qui nous semble absolument indispensable.
On a une dernière question de Farida qui demande si la licence est délivrée par projet. Alors, ce serait intéressant d'en savoir plus, mais aujourd'hui, on commercialise des licences en fonction de la taille des jeux de données qu'on va commercialiser. Pour vous donner un ordre de grandeur, on commercialise des licences sur une ordre de grandeur de prix entre 15 à peu près 100 000 euros. Et aujourd'hui, voilà, on a différentes approches en fonction des besoins. Et j'entends que potentiellement la question induirait que l'usage pourrait être très spécifique et donc à intenter. Et donc ça, on a aussi un business model qui permet d'avoir une exploitation de la licence pour un usage bien précis qui serait fermé dans le temps. En tout cas, Farida, vous avez le mail d'Olivier sur la slide, donc je pense, n'hésitez pas à lui écrire. Alors, j'ai encore des questions. Nassim, quelle est la durée de l'abonnement? Là Alors, aussi, ça dépend. La durée de l'abonnement, c'est des licences avec un abonnement annuel. Et ensuite, là, j'ai des questions d'Anan. Alors, je ne sais pas parce que, Anan, peut-être que vous n'étiez pas au début du webinaire, qui nous pose la question: dans quel cas procède-t-on à l'anonymisation et à la la pseudo-anonymisation? Ça existe? Alors, la pseudo-anonymisation, ça n'existe pas. On en parle souvent, c'est aussi un peu un abus de langage. C'est anonymisation ou pseudonymisation. Pseudonymisation, voilà. c'est ce qu'on a déjà dit, mais tout à fait. un abus de langage. Parce que Anan pose une autre question: est-ce que la durée indiquée dans le consentement pour la collecte des données implique la pseudo pour pouvoir faire l'exercice du droit d'une personne? Je n'ai pas compris la question, Edouard. Oui. Alors, je pense que c'est une question plus RGPD. Mais a priori, la pseudonymisation n'étant pas une anonymisation, si vous êtes dans un exercice de droit qui consiste à une demande pour gérer une demande de suppression de données ou d'anonymisation, puisqu'en fait, l'exercice des droits, c'est soit je supprime, soit j'anonymise. Effectivement, il faut prendre en compte la durée, la pseudonymisation ne suffit pas à répondre à l'exercice des droits. Donc, dans tous les cas, il faut soit passer par la suppression, soit passer par l'anonymisation, puisque la pseudonymisation, comme on l'a vu, n'est pas une anonymisation. Alors, voilà, on a encore plein de questions. Alors Cotard, bonjour. Petite question. J'ai une base de données qui, à un instant T, va être anonymisée dans le cadre d'une étude. Et celle-ci continue à être alimentée dans le temps. Est-ce que chaque nouvelle ligne est anonymisée ou toute la table est à nouveau anonymisée pour une nouvelle étude? Ça va être un cas que vous rencontrez, non? Ouais, alors en fait, ça, c'est une question de suivi longitudinal. Donc, c'est très courant sur des notions de cohortes qui sont avec différents timestamps où on va intégrer des personnes par batch. Donc, il va y avoir, par exemple, une première étude qui va durer sur 6 mois, la suite sur 6 mois ensuite. Et en fait, ce qu'on vient de se dire, c'est que une donnée anonyme, c'est une donnée pour laquelle on ne peut pas retrouver l'identité de la personne dont est issue les données. Et donc, si on veut faire un appariement des données, on a besoin de savoir que, par exemple, Edouard sur les 6 premiers mois et Edouard sur les 6 derniers mois, on a envie de réassocier Edouard et d'avoir non pas Edouard sur 6 mois et Edouard sur 6 mois ici, mais d'avoir une continuité. Et en fait, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on réanonymise l'entièreté de la base parce que on ne peut pas revenir à l'identité d'Edouard sur la première partie. Donc, on va anonymiser plutôt la somme des deux bases, mais pas anonymiser la première base A et la base B et essayer de faire un appariement. On va utiliser la base au départ complète pour la rendre anonyme. Ok. Mais c'est une bonne question qu'on est habitué à gérer, notamment sur des sujets de différents timestamps où on va avoir une cohorte qui grossit dans le temps sur du suivi longitudinal. Super. Merci beaucoup, Olivier. Je pense que là, on a un petit peu bien dépassé le créneau des 30 minutes. C'était hyper intéressant. N'hésitez pas à télécharger également dans le chat les différents documents qui ont été partagés.
notamment le support. Et je crois qu'il y a un webinaire aussi qui a été partagé, un replay. Et puis, au plaisir de vous retrouver à l'occasion d'un prochain webinaire. Et Olivier, encore merci pour ta présence. Eh ben, merci pour l'invitation, Edouard, et ravi de pouvoir prolonger les échanges avec vous. N'hésitez pas, vous avez les coordonnées. Merci et bonne journée. À bientôt. Merci à tous. À Et bientôt. n'oubliez pas de mettre une bonne note également à la fin du webinaire. Merci. Au revoir. Au revoir.